Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Spot, l'émission de We Do Biz et de Sinopia. À mes côtés aujourd'hui, Laura Chaud, bonjour. Bonjour. Alors Laura, nous le voyons, cette pandémie a bousculé de nombreux fondamentaux, surtout sur la question du travail. Au-delà d'une nouvelle organisation, on parle maintenant de plus en plus de la responsabilité des entreprises. Mais une responsabilité qui devient même un indicateur de performance. Mais est-il réellement possible de concilier les deux? Pour répondre à ces questions, Paola Fabiani, présidente du COMEX 40 MEDEF et CEO de Wisecom, bienvenue. Bonjour. Vous êtes aux côtés aujourd'hui de Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière et vice-président de Sinopia. Bonjour. Bonjour. Alors la première question vous est destinée, Paola. Cette pandémie, nous l'avons vu, induit de nouvelles formes de travail, de nouvelles organisations et même une nouvelle posture managériale. Mais quelle est votre vision en tant qu'entrepreneur et membre du COMEX 40? Alors, ma vision par rapport à la pandémie, elle est donc déjà pour moi, le Covid, ça a été plutôt un accélérateur qu'un game changer. C'est-à-dire que finalement, ça a sorti un certain nombre de choses qui étaient dans les cartons et ça les a accélérées de façon assez incroyable. Alors, ça a accéléré, je dirais, trois choses. Déjà, notre façon de travailler. Le télétravail, la visio, un certain nombre de choses qu'on imaginait plus ou moins faire, mais pas à ce rythme. Après, ça a transformé aussi les usages des consommateurs. La consommation, on a vu des nouveaux modes de consommation exploser, notamment alors la restauration bien évidemment, mais toutes les commandes, etc., la distance et ce point-là. Donc ça a vraiment muté. Et puis je dirais que ça a muté. Troisième point, et qui a touché un peu finalement à tout un écosystème, qui soit aussi bien citoyen, salarié et entrepreneur, c'est finalement cette vision du rôle de l'entreprise. Puisque c'était quelque chose qui était déjà une vraie tendance et ça s'est vraiment accéléré. Je pense que d'une part, le citoyen, le consommateur s'est dit consommer, c'est consommer engagé, c'est devenu presque un acte politique dans certains cas de figure, puisqu'il s'est dit finalement je veux aller vers des marques, des sociétés qui sont plus éthiques, qui travaillent sur le bien-être, qui travaillent sur un certain nombre de choses. En parallèle finalement, l'entreprise, la marque, donc elle doit répondre à ça. Comment finalement ne pas avoir uniquement un rôle financier, mais un rôle citoyen, un rôle social, sociétal, environnemental. Et puis finalement, troisième point, c'est le salarié. Aujourd'hui, on se rend bien compte que pour attirer les salariés, attirer bien sûr la nouvelle génération, mais toutes les générations, il y a cette volonté de ne pas uniquement travailler, mais aussi donner du sens à son travail, et les entreprises doivent se remettre en question par rapport à ça. C'est un peu les trois points pour moi qui se sont vraiment accélérés par rapport à cette crise. Et pour vous, M. Mailly, justement, quel est votre ressenti sur les nouvelles formes de travail? Certains constats, je les partage avec Paola, notamment sur l'accélération du télétravail de manière très importante. Même si demain, il y en aura un peu moins en volume, il y aura beaucoup plus de télétravail qu'auparavant. Donc ça génère y compris des changements en termes de mobilité. Peut-être que certains salariés sont trop rapidement partis pensant qu'ils allaient être à 100% en télétravail. On sait très bien que le télétravail, c'est bien, mais ça ne peut pas être du 100%, sauf des cas très particuliers. On a bien vu que ça ne faisait pas baisser la productivité, mais ça avait tendance à diminuer la créativité, par exemple. Donc ça, mais en même temps, c'est une nouvelle organisation du travail. C'est un changement de management pour le management de proximité, notamment, qui est, c'est pas pareil de travailler en visio, par exemple, travailler avec des équipes en télétravail que d'être en présentiel. Ça, donc, c'est des changements qui vont perdurer. Ça, j'en suis convaincu. Et dans les entreprises, ce que ça a montré également, c'est que quand c'est négocié, ça se passe mieux. Voilà, quand ça rentre dans le cadre d'un vrai projet d'organisation. Effectivement, il y a aussi des changements dans la consommation, ce qu'on appelle les produits éthiques ou autres, ou quand vous avez de grands magasins parisiens aujourd'hui qui ouvrent des stands de deuxième main en vêtements, c'était pas imaginable il y a 2 ou 3 ans, quoi, avant la crise sanitaire. Donc il y a des changements de comportement. Et troisième élément aussi, ça a mis en avant des métiers dont on parlait peu. Ce qu'on appelle les deuxièmes lignes. D'ailleurs, le problème n'est toujours pas aujourd'hui complètement réglé. Je pense aux caissiers et aux caissières, surtout les caissières d'ailleurs, c'est plus des femmes dans ce genre de métier, mais c'est dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la propreté, des gens qui ont continué à travailler, y compris quand le pays était confiné, et qui n'ont pas encore aujourd'hui la reconnaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui reviendra à un moment donné. Et justement, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la rentrée et le dialogue social ? Quel est votre avis d'expert et d'expérience que vous pouvez avoir là-dessus? Vous savez, la période... je suis extérieur maintenant à la négociation sociale, bien entendu, même si je l'ai pratiquée pendant très longtemps. Mais la période de crise sanitaire, ça a été une période compliquée pour les organisations syndicales. Y compris, il y avait le confinement, elles-mêmes travaillaient en visio, donc on aime bien aussi être en présentiel, y compris pour s'engueuler dans le syndicat. Donc en visio, c'est quand même moins facile. Et ils ont été énormément le nez dans le guidon dans les négociations d'entreprise.
mise en place des protocoles sanitaires, à toutes les conditions. Donc il y a une période qui est une période qui n'était pas facile. La vie est en train de reprendre tout doucement son cours. Maintenant, comme dans tout, tout n'est pas négatif et ça jouait un rôle d'accélérateur également. Moi, le fait qu'il y ait eu 2 ou 3 accords nationaux interprofessionnels entre les organisations patronales et les confédérations syndicales sur le télétravail, la santé au travail, par exemple, c'était pas gagné avant la crise sanitaire. On avait tendance à dire « Oh non, non, ce type de négociation à ce niveau-là, c'est pas utile ». Or, on a bien vu que des deux côtés de la table, y compris du côté patronal, il y a une volonté de négocier. Il y a un calendrier qui est en cours. Donc cet effet accélérateur, c'est une bonne chose pour moi. Et justement, Paola Fabiani, pouvez-vous nous expliquer justement, est-ce que vous avez la même réponse? Est-ce que pour vous, ce dialogue, la responsabilité des entreprises va être levier pour le dialogue social? Alors, je pense que déjà, pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude très justement, je pense qu'effectivement, on a un peu appris en marchant. Pendant cette période, c'était une période où on découvrait tous. Le lendemain, l'avenir, on ne savait pas de quoi il était fait. Effectivement, le télétravail a des très bonnes choses, mais pas que. Et la difficulté du management de proximité était assez complexe. Ils ont dû se réorganiser. Par contre, effectivement, il y a vraiment eu une intensification du dialogue social et de très belles choses qui ont été faites. Moi, je pense que finalement, le dialogue social, c'est un des piliers majeurs, intra-entreprise et extra aussi, pour pouvoir finalement faire ce nouveau positionnement qui est finalement des entreprises citoyennes, sociales, sociétales et environnementales. C'est-à-dire que sans la communication avec les parties prenantes, et quelque part, j'élargirais même le dialogue social à toutes les parties prenantes, que ce soit ses clients, ses fournisseurs et aussi ses salariés, et bien quelque part, l'entreprise ne peut pas avancer. Et je pense que c'est une prise en compte de ces parties prenantes qui va permettre de construire ensemble un modèle, et ce qui est déjà le cas. Moi, je le vois, chez nous, au sein même de Wisecom, ça nous permet de construire finalement de nouveaux modèles, de nouveaux modèles de façon de travailler, de nouveaux modèles qui vont limiter la pénibilité, améliorer la qualité de vie, et donc forcément, quelque part, accroître la compétitivité. Monsieur Mailly, la RSE prend une place importante dans la stratégie d'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité pour les syndicats ou c'est vraiment que de la poudre aux yeux de la part des entreprises? C'est pas de la poudre aux yeux pour toutes les entreprises. C'est de la poudre aux yeux ou du greenwashing ou du social washing pour certaines entreprises. On sait très bien. Il y a quelques années, c'était une page de com dans les journaux, c'était du marketing, il y a uniquement du marketing. Ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce qu'il y a une pression qui est forte, il y a une pression des consommateurs. À travers les réseaux sociaux, notamment, vous avez le Yuka de la consommation, il y a des interventions de plus en plus importantes, des exigences qui sont de plus en plus fortes. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est que la société change également. Y compris, vous avez des réglementations qui ont vu le jour, la loi sur la vigilance, la loi sur le pacte, également la loi pacte en France. Vous avez des textes en préparation au niveau européen avec des exigences qui vont être de plus en plus fortes. Donc moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que les entreprises qui ne rentreront pas dans une prise en considération sérieuse de la RSE auront des entreprises qui souffriront économiquement. Toutes les études, que ce soit des études anglo-saxonnes ou des études françaises, montrent qu'il y a un lien très fort entre un bon ESG, plan environnemental, social, gouvernance, et in fine, la performance économique de l'entreprise. Les deux choses sont liées. Donc, je pense que ça va obligatoirement se développer. On voit très bien aussi qu'y compris du côté de la finance, il y a aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle les investissements impact. Ça veut dire investir dans une entreprise, mais on veut pouvoir mesurer concrètement l'impact environnemental ou social, par exemple. Donc, je suis persuadé que ça va se développer. Et les syndicats commencent à prendre ça en considération. Pas tous, mais la plupart commencent à se dire oui, c'est un vrai sujet d'amélioration. D'une manière générale. Il y a la dimension nationale et il y a aussi la dimension internationale. Sur des grosses entreprises qui font de la sous-traitance à l'étranger, là aussi, il y a des textes, en France ça existe, mais ce qu'on appelle la chaîne des valeurs, ce sera quelque chose à respecter également. Et vous pensez justement que ça va simplifier un peu le dialogue entre patronat et syndicats? Ah, mais écoutez, moi je connais une entreprise par exemple de caractère international qui fait beaucoup c'est dans le textile, qui fait de la production un peu partout dans le monde.
et qui aujourd'hui a signé un accord, c'est pas une entreprise française, a signé un accord avec les syndicats de l'entreprise, et vous avez un délégué pour chacun des 2 syndicats qui peut aller dans n'importe quelle filiale, enfin pas filiale, sous-traitant dans le monde pour aller voir les conditions de travail. Voilà, pour montrer que la chaîne de valeur, tout n'est pas parfait, qu'on se comprenne bien, mais en tous les cas, il y a un mouvement qui est en cours, et je pense que, je pense que de plus en plus d'entreprises, je dirais, les premières sont celles qui avaient envie de le faire, ou parce que, du côté de la direction de l'entreprise, on a volonté d'avancer, mais après, ça va être une exigence. Il faudra respecter certaines normes, et autant le faire correctement. Paola Fabiani, c'est aussi votre avis. Donnez-nous un petit état des lieux, justement, sur en quoi, elles en sont où les entreprises, justement, sur ça? Alors, moi déjà, je pense que pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude, je n'opposerai justement pas, et c'est tout son discours, compétitivité et RSE. On a vite tendance à croire et à assimiler que si on développe la RSE, on ne développe pas forcément la compétitivité ou la croissance. Moi, je crois vraiment dans la croissance responsable. Et je pense que pour répondre à votre question, il y a toute une partie des entreprises, et notamment start-up, PME, ETI, qui, alors sans l'appeler forcément, sans le formaliser forcément aussi nettement, sans forcément le mesurer avec des indicateurs précis, l'ont déjà pris en compte dans leur modèle. Il y a toute une volonté, une génération d'entrepreneurs qui a inclus la RSE au cœur même de son modèle. Mais pour 2 raisons. D'abord, pour cette volonté citoyenne de quelque part apporter sa petite pierre à l'édifice, mais aussi pour créer de la compétitivité et répondre aux attentes du marché. C'est vraiment quelque chose qu'on voit émerger. Alors après, c'est drivé effectivement par 2 choses. D'une part, demain, déjà aujourd'hui, mais demain, pour répondre à des gros appels d'offres, notamment dans le B2B, pour répondre aux attentes de grands donneurs d'ordre, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs et de démarches RSE. On le voit bien avec un certain nombre de labels et l'intérêt de Sinopia notamment. Donc déjà, c'est quelque chose qui va être accéléré puisque le marché va le driver. Donc pour être compétitif au sein même de la France, mais à l'Europe ou au sein du monde, il faut intégrer ce point-là. Et puis c'est drivé aussi de l'autre côté par les consommateurs qui effectivement vont se pencher de plus en plus vers des sociétés comme ça. Donc à la fois il y a la volonté, je dirais, des entreprises elles-mêmes dans une démarche, j'apporte ma pierre à l'édifice, j'ai une démarche réellement citoyenne, et puis en même temps il y a les attentes du marché. Donc on voit cette transformation. Les grands groupes ont déjà un certain nombre de rendus à fournir d'un point de vue comptable et automatique. Après, au fur et à mesure, ça descend aux TPE-PMI. Moi, ma crainte, je dirais, c'est qu'effectivement, ce soit des systèmes trop rigides et que ça peut prendre du temps, coûter cher. Et pour autant, des actions sont déjà menées. Mais ce qui est compliqué, c'est de les mesurer. Pour une PME, c'est pas forcément évident. Oui, justement, on avait l'impression que la RSE, c'est un peu l'apanage des grands groupes. Comment une PME, une ETI peuvent justement s'engager dans ce genre de questions? Alors moi, j'ai pour habitude de dire que je pense qu'on n'a pas attendu la RSE pour que les entreprises, par exemple patrimoniales, il y a 50 ou 100 ans, fassent de la RSE. Elles accompagnaient leurs salariés, elles avaient ce dialogue, elles essayaient de faire en sorte de s'occuper du bien-être et souvent dans des régions, vous voyez que leur implantation permettait de développer tout l'écosystème, les écoles, les soins, etc., etc. Donc je pense que finalement, la RSE est venue après cette démarche. Donc voilà, après, pour répondre au point, ce qui est plus compliqué, c'est effectivement les grands groupes ont les moyens de le formaliser et justement, parfois, il peut y avoir des tendances, notamment greenwashing et autres. La PME, l'ETI, c'est plus complexe. Il faut qu'elle l'intègre dans son système, qu'elle prenne le temps de le mesurer, de le faire. Et d'où l'intérêt de mettre en place des indices rapidement, parce que déjà, tout ce qui se mesure s'améliore. Et M. Mailly, justement, on a eu la position des salariés. Vous, qu'est-ce que les salariés attendent de ces entreprises et de la société ? Les salariés attendent, quand vous travaillez dans une entreprise qui pratique, et je suis d'accord, il y a des entreprises qui font de la RSE sans le savoir, voilà, depuis longtemps. Bon. Et quand il y a une bonne ambiance, globalement, par exemple, si vous restez sur la question sociale dans une entreprise, les gens sont heureux d'y travailler. C'est aussi simple que ça, et ils sont y compris plus productifs, d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes fiers si votre entreprise fait certaines actions dans le domaine social, dans le domaine vis-à-vis des collectivités locales ou vis-à-vis des sous-traitants, peu importe, ou des clients. Donc ça apporte une fierté. Par rapport à ce que disait Paola, je suis d'accord, mais je pense qu'il est aussi important. Vous savez, prenez une grande multinationale. Aujourd'hui, la plupart, y compris les Françaises, elles vont avoir recours à des indices qui sont anglo-saxons, parce qu'ils ont démarré les premiers, sur les indices en tous les cas, Bicorp ou autres. Ça coûte cher, c'est compliqué, et ça bouffe beaucoup de temps. Donc pour une PME, c'est compliqué. Donc quand on travaille avec Sinopia, par exemple, sur la mise en place d'un indice, justement, on s'adresse moins à la multinationale, qui va continuer vraisemblablement à utiliser Bicorp ou autre chose,
qu'a une PME ou une ETI qui veut pouvoir, elle aussi, être certifiée, parce que ce sera une exigence, y compris des donneurs d'ordre, mais sans que ça coûte trop cher, avec une simplicité pour mesurer l'indice et sans que ça prenne trop de temps. Donc voilà, je pense, puis c'est une manière aussi de montrer qu'il n'y a pas que les modèles anglo-saxons. Vous savez, dans le domaine comptable, on a subi en Europe les normes IFRS qui ont été imposées par les Américains, mais il ne faudrait pas que demain ils nous imposent les mêmes avec leur vision des choses. À nous, quand je dis à nous, c'est pas patriote ce que je dis, c'est français et européens, de trouver un modèle, non pas alternatif, mais un autre modèle qui correspond à nos valeurs. Mais justement, quelle solution pour adapter ce modèle, enfin ces indices à un modèle français? Nous, ce qu'on a fait par exemple dans le cadre de Sinopia, on a monté un indice qui est en test actuellement, mais qui va bientôt être élargi. Un test sur l'indice de la performance responsable de l'entreprise, c'est 24 indicateurs, ce n'est pas 200, qui sont facilement mesurables, certains quantitativement, d'autres mesurables, non pas quantitativement, mais qualitativement, et qui touchent toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est les salariés collaborateurs, les actionnaires dirigeants, les clients, les fournisseurs et les collectivités. Voilà, c'est l'ensemble qui est mesuré, qui pourra faire l'objet à un moment donné d'une certification, et sans que c'est 4, 5 jours de boulot une fois que l'indice est en place pour un coût moyen pour une entreprise. Ça, c'est accessible à une PME, à une ETI. Parce que je dis, les gros indices dont les grandes entreprises se saisissent, c'est des personnes pour le traiter toute l'année, c'est un coût important qu'une PME, ETI, à la fois pour des raisons de temps, des raisons financières, ne peut pas. Ouais. Et justement, Madame Fabiani, donc, si on peut résumer les propos, c'est que les PME et ETI ont vraiment besoin d'un outil du dirigeant pour mesurer justement ces efforts et ces impacts autour des parties prenantes. Quels sont leurs besoins? Alors, leurs besoins, c'est effectivement, comme je le disais, c'est ce qui se mesure s'améliore. Donc, effectivement, il faut que ça se mesure, mais comme le disait Jean-Claude très, très justement, il ne faut pas que ce soit trop chronophage. On manque toujours de temps et on manque souvent parfois d'argent aussi dans une PME et dans une ETI. Donc il faut que ce soit aussi adapté. C'est-à-dire que si on nous dit de mesurer des indices complexes qui vont mesurer des dizaines de sites, des dizaines d'implantations, qui vont prendre en compte la législation locale, etc., forcément, ce n'est pas forcément adapté à des ETI. Donc il faut un indice adapté, facile à mettre en œuvre, qui comprend et qui prend en compte les problématiques assez à la fois variées, mais en même temps qui peut avoir cette double faculté spécifique. Et puis derrière, effectivement, qui permettent de mesurer efficacement. Parce que si derrière, on obtient quelque chose qui ne se mesure pas, et effectivement, nous au sein même de Wisecom, on a mis en place dans les tests Sinopia, et effectivement, c'est sa capacité à pouvoir prendre en compte rapidement l'indice et le mesurer qui est intéressante. C'est ça ce qu'il faut, c'est une solution par rapport à ça. Merci Paola Fabiani, merci à Jean-Claude Mailly d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'émission et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau spot. Au revoir.